Bienvenue dans cette vidéo où justement je vais te parler en détail de mon parcours, de mon histoire, de mon traumatisme, de mon accident. Ça va être un petit peu gore, ça va être un petit peu sanglant, ça va être un petit peu choquant par moments, je te le cache pas. Mais au moins je me dévoile à toi à 100% dans cette vidéo et tu vas voir, je pense que des fois c'est un peu croustillant, je te le cache pas. Cette vidéo elle va être en 2 étapes, c'est hyper important. Première étape, en fait, tu auras affaire à mon histoire. À mon parcours, vraiment ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant cet accident, qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti, subi, tu auras les détails. La deuxième étape, c'est qu'en fait, on va revenir sur certaines étapes de mon parcours de vie et en fait, à chaque étape, je vais te donner un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, que j'aurais aimé qu'on me dise justement, que je puisse appliquer pour passer le plus vite possible à une étape au-dessus, pour finalement accepter ma situation le plus vite possible et accepter et gagner plutôt de l'amour pour moi, le plus vite possible. Parce que tu vas voir qu'à un moment donné, je me dégoûtais très clairement. Et cette étape pour passer du mode dégoût au mode amour de soi, elle est extrêmement longue et extrêmement périlleuse. Et si on m'aurait donné les tips que j'ai donnés à la fin de la vidéo, je pense que je serais allé beaucoup plus vite. Donc sans plus attendre, on commence et je te raconte mon histoire. J'ai passé des années à sauver la vie de celle des autres et j'étais très loin de m'imaginer qu'un jour, ça serait du coup la mienne qu'il faudrait sauver. En effet, quand on est secouriste, quand on est pisteur, secouriste, en fait, on a toujours l'impression d'avoir le contrôle de la situation et on est tellement finalement habitué à sauver des personnes, justement, à les sortir de situations assez désastreuses, que ça devient notre quotidien, finalement. Le challenge, le secours, l'aide, l'urgence, ça devient notre quotidien, mais on est toujours de l'autre côté, finalement, du miroir, de l'autre côté de la ligne, où on est non plus... on n'est pas dans la position de victime, mais on est dans la position du secouriste. Et j'étais très loin de m'imaginer que, après des années à sauver finalement la vie des autres, un jour, ça serait la mienne qu'il va falloir sauver, tout simplement. On est le 26 août 2012. La météo, elle est plutôt clémente. Déjà, à ce moment-là, j'étais passionné de parapente, malgré que je faisais que des petits vols, des vols ploufs, du gonflage avec mes collègues justement, pisteurs, secouristes donc à l'époque. Et je savais déjà que ce sport m'intéressait énormément parce que les premières sensations que j'ai eues à travers ce sport, les petits vols que j'ai pu faire en solo, les petits vols ploufs que j'ai pu faire, me donnaient des sensations vraiment d'extrême légèreté, d'évasion, un vrai plaisir. Et de toute façon, il en va directement avec mon caractère, où j'aime réellement les sports plutôt où tu te sens vivant, les sports en extérieur, les sports où tu bouges, les sports qui te sécrètent de l'adrénaline. J'adore ça, tout simplement j'adore ça. Et donc le parapente était pour moi justement un moyen hyper cool de pouvoir m'évader, de pouvoir partager aussi des passions avec certains de mes collègues. C'était vraiment tout simplement un super hobby. Et je me suis dit, pour confirmer un petit peu cette passion, pour en apprendre davantage pour en apprendre davantage sur ce métier, ce que je vais faire, je vais réserver un baptême avec un pilote professionnel, un pilote confirmé, et il va m'apprendre quelques astuces en vol, quelques déclics justement, quelques tips qui vont me permettre justement de progresser considérablement dans le domaine du parapente. Et donc je me retrouve le 26 août 2012 à Orcier, donc sur les hauteurs donc de Thonon-les-Bains, à justement, avec ce professionnel de parapente, à commencer à attacher mon harnais, à commencer à m'équiper pour prendre l'envol. La météo était vraiment bonne. Vraiment, à ce niveau-là, on avait vraiment une super brise de face. On était vraiment dans des conditions optimales justement pour ce vol. On commence à s'élancer, je me rappellerai très très bien, on prend un premier virage sur la gauche et là, assez rapidement, nous avons ce qu'on appelle un thermique. Un thermique, il faut imaginer, c'est une bulle d'air qui sort du sol et qui, nous, en tant que parapentistes, on recherche ce type de choses parce que cette bulle d'air qui sort du sol va nous permettre justement de nous transporter encore plus haut et de nous envoyer en l'air, si on peut dire ça comme ça. Donc, on aborde déjà ce premier thermique. Mais il était extrêmement faible. Et on était déjà assez près du relief à ce moment-là. On faisait ce qu'on appelle, vulgairement dans le domaine du parapente, on grattait le relief. Et ça, on le sait que déjà, c'est une imprudence de faire ça quand on est pilote de parapente, tout simplement. Donc on était quand même déjà relativement près du relief, je dirais peut-être 20, 30 mètres, 40 mètres peut-être, c'est un peu compliqué à estimer. Et en fait, quand on sort d'un thermique en parapente, on a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez de ce stade à, vous voyez, monter,
et d'un coup, hop là, vous redescendez parce que vous sortez un petit peu de cette bulle d'air. Et là, en fait, le fait de sortir de cette bulle d'air, eh ben, ça allait très très vite. J'aurais vraiment beaucoup du mal à vous expliquer. Et puis le trauma crânien m'a fait perdre, on va dire, quelques moments de cet accident. Mais la voile s'est à moitié fermée. Il y a ce qu'on appelle un ciseau. La voile s'est à moitié coupée. Et là, on a commencé à rentrer en chute libre. On était légèrement sur le côté. Et au moment où la voile commence légèrement à se réouvrir, il était trop tard. La suspente attrape la cime d'un sapin et ne s'en défait pas finalement. Et par effet d'inertie, on s'explose dans un tronc d'arbre. Et je ne sais pas si vous savez, quand vous êtes en baptême en parapente, le passager il est devant et le pilote il est derrière. Ce qui fait qu'en fait, moi j'avais peut-être le poids du pilote qui m'a complètement finalement écrasé contre à la fois ce tronc d'arbre qu'on a percuté de plein fouet. Et là en fait, si vous voulez, l'enfer commence. C'est-à-dire que sans vouloir aller trop dans les extrêmes, j'ai eu une légère perte de connaissance et au moment où je me réveille, je vois vraiment clairement du sang gicler de mon œil. Clairement, c'est la vision que je vois. Je vois du sang sortir. Après, j'essaye de me tenir un peu la tête. Je vois que je saigne des oreilles aussi. Et finalement, cette chose qui paraît extrêmement gore, extrêmement choquante, c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je le sais pertinemment, si je peux me tenir là, ici, à vous communiquer justement comment j'ai survécu à cet accident et si je peux justement vous communiquer toutes ces astuces qui m'ont permis d'accepter ce traumatisme et ce handicap qui après par la suite m'a suivi, c'est parce que le sang est sorti de mon cerveau. J'ai eu énormément de chance, je n'ai pas eu le sang qui a comprimé mon cerveau parce que j'ai saigné des yeux, des oreilles, du nez. Mon corps a fait que d'évacuer du sang. Alors bon, du coup, j'avais ce problème hémorragique de saigner abondamment et c'était un petit peu problématique, on va pas se mentir. Donc du coup, je me retrouve là, coincé à 10 mètres de haut, la tête complètement explosée, des multiples fractures au visage. Pour vous dire, mon visage était complètement enfoncé, hein. L'œil éclaté, le sang qui gicle de mon œil, en fait, tout simplement. Et je me retrouve coincé à 10 mètres de haut, mélangé avec l'autre pilote, avec les suspentes. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, il était retrouvé un peu face à moi. Et là, j'ai dû activer le mode survie parce que quand tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Quand tu n'as pas le choix, il faut que tu avances. Il faut que tu te sortes de cette situation. Et moi, le pilote de parapente avec qui j'étais, il n'était pas habitué à l'urgence et je le voyais qu'il était en état de choc, un peu en état de traumatisme. Lui, il s'en est très bien sorti au niveau de ses séquelles physiques, mais il avait plutôt, je pense, les séquelles émotionnelles de dire « Mon Dieu, j'ai fait une erreur. Le gars, je lui ai défoncé le visage, je lui ai défoncé sa vie peut-être. » Et il était un peu en panique, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai pas eu d'autre choix de me sauver. Quand je dis que j'ai pas eu d'autre choix de me sauver, c'est qu'étant donné que j'ai compris qu'il aurait du mal à appeler les secours, qu'il aurait du mal à faire les choses justement pour qu'on se sorte de cette situation-là, j'ai réuni mes dernières forces, clairement, toutes les dernières forces que je pouvais puiser pour prendre mon téléphone, appeler les secours et communiquer le mieux que je pouvais. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué parce que communiquer d'où est-ce qu'on a décollé, c'est un fait. Leur dire qu'on a commencé par tourner à gauche, qu'on a gratté le relief ou quoi, ok. Mais après, tu te retrouves finalement en pleine falaise, en pleine forêt. Donc, c'est quand même pas si évident que ça. Donc, j'ai pris ces dernières réserves, on va dire ça comme ça, pour appeler les secours, communiquer là où j'étais, et après, j'ai laissé couler. C'est-à-dire qu'après, je me rappellerai tout le temps, j'étais suspendu dans le vide, mais très proche du tronc d'arbre. Et par moments, où j'avais un regain de force, j'essayais de m'attraper au tronc d'arbre pour me dire, ok, là, si je chute de 10 mètres, parce qu'en fait, donc, la voile était accrochée dans les branches, et on était suspendu à peu près 10 mètres de haut, hein. Et donc, j'ai le tronc d'arbre un petit peu proche de moi, et je me dis, ok, là, si on chute, c'est pas grave, je me raccroche au tronc d'arbre. Mais le problème, c'est que je me suis dit ça dans les 5 premières minutes. Allez, 10 maximum. Mais quand tu commences à te vider de ton sang, quand tu commences à avoir des maux de tête affreux, quand tu es multiplement fracturé au visage, tu tiens plus. Et là, le problème, c'est que il a fallu que je tienne 2h30. 2h30 avant que l'hélicoptère arrive et vienne me chercher. Et en fait, le problème, c'est que déjà au bout de 15 minutes, je me suis dit, mais Amal, t'as pas la force. Là, si les suspentes qui te tiennent en vie, parce que justement, elles se sont accrochées dans les branches,
Si ces suspentes lâchent, si ces suspentes se décrochent, tu ne peux pas résister à ça, tu vas mourir. C'est indéniable. Tu n'as plus la force de te tenir à ce tronc d'arbre et à tenir si les suspentes se décrochent. Et là, c'est un vrai combat mental parce qu'en fait, tu es dans l'espoir finalement que l'hélicoptère arrive. Tu sais pas si ta vie, qui est ton pronostic vital, qui est engagé, s'il te permet de tenir 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en plus, tu ne le sais pas. Et tu dois quand même rester éveillé, tu dois quand même rester présent dans le doute où tu te dis, ouais, mais il faut que tu te battes. Parce que si l'hélicoptère arrive dans 1 minute, tu te seras pas battu pour rien parce que tu seras encore en vie, finalement. Et c'est comme ça que je me suis battu. C'est comme ça que finalement, je me suis raccroché à cette réalité que, on n'a qu'une vie et qu'elle est précieuse et que c'est maintenant que ça se joue. Une expression assez fréquente de la vie est que la vie donne toujours ses plus forts combats à ses plus forts guerriers. Les combats les plus durs n'iront jamais aux personnes qui sont faibles. Les combats les plus durs iront toujours aux personnes qui sont capables de les surmonter et aux personnes qui sont les plus fortes. Et ça, c'est un petit peu ce que je me suis dit, finalement. Parce que j'étais donc le visage défoncé à mes 10 mètres de haut et je me suis dit, là, il faut se battre. Là, il faut rester en vie, il faut se battre. Et j'ai eu un énorme soulagement quand j'ai entendu l'hélicoptère arriver. Vous voyez, j'en ai encore des frissons, tellement que finalement, cette émotion s'est bien implantée dans mon cerveau. Et au moment où l'hélicoptère arrive, il y avait une deuxième mission qui devait s'engager. Il fallait nous décrocher de l'arbre. Alors, les secouristes du PGHM, et merci à eux, merci la gendarmerie, le PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne qui est venu me chercher, très professionnel, comme à chaque fois, en tout cas, il me semble vraiment des gens très compétents, le PGHM. Ils sont montés avec des crampions et des piolets, comme s'ils escaladaient finalement une cascade de glace, mais là, ils escaladaient un arbre, pour me décrocher, pour essayer de... Alors, je me rappelle plus trop bien, mais je crois qu'ils ont fait un système de nœuds dans les branches, justement, de poulies, pour me descendre et me mettre au sol. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir au sol quand tu as eu un accident dans les airs. Tu n'imagines pas à quel point c'est une sensation qui est agréable. Et là, assez rapidement, forcément, ça s'affole. On me branche le défibrillateur, les piqûres qui vont bien, piqûres aussi anti-vomissement, parce que malheureusement, je vomissais de partout. Et donc, du coup, assez rapidement, on me transporte dans un premier temps à Annecy, où mon cas était jugé en fait trop critique, trop grave, pour après finalement me transporter de nouveau en urgence, donc à Grenoble. Donc ça, on est vraiment dans les détails de l'accident que je vous raconte. Et après, ce qu'il en vient, je le dis tout le temps, j'étais persuadé que le plus dur était passé, mais le plus dur, en fait, restait à venir. Pourquoi ? Parce qu'une fois à l'hôpital, j'ai compris que le personnel médical n'allait jamais me dire réellement mon état de santé, les séquelles que j'allais avoir, et qu'ils essayent de ne pas se prononcer. Je pense que c'est tout à fait juste de leur part. Ils ont beaucoup de difficultés de tous les cas. Quand vous avez des traumatismes, quand vous avez des douleurs, quand vous avez un impact neurologique, de se prononcer sur un pronostic qui est plutôt positif ou négatif. C'est extrêmement compliqué pour eux, avec toute la complexe justement que le cerveau dégage par rapport à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu une première, je crois, une opération rapidement, tout de suite en urgence. Et je me réveille dans mon lit d'hôpital. Et là, c'est un moment magique qui se dessine parce que là, je prends vraiment conscience que je suis en vie. C'est-à-dire que même que quand j'étais au pied de l'arbre et que j'étais au sol, j'avais beau être hyper heureux finalement d'être descendu de l'arbre et de toucher le sol, mais j'étais peut-être pas encore vraiment sûr de survivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment le lendemain, quand je me suis réveillé dans mon lit d'hôpital, de voir que j'ai pas fait des semaines et des semaines de coma parce que par chance, malgré que je sois un traumatisé crânien, le sang n'a pas comprimé le cerveau. Et malgré ça, justement, ce qui s'est passé, c'est que je me réveille dans ce lit d'hôpital et je me dis, ça y est, je suis vivant. C'est ok, je vais vivre. Et cette sensation, alors, c'est à la fois difficile parce que j'aimerais que tout le monde puisse la vivre, cette sensation. Mais à la fois, du coup, elle est là, cette sensation, parce qu'avant, tu as vécu le pire. Donc, j'ai pas envie que non plus tout le monde vive le pire avant ça. Mais quand tu es dans cette capacité à te dire et à cultiver cet esprit de « je suis en vie et c'est déjà une chance exceptionnelle », je t'assure que c'est déjà la première clé indispensable pour avoir un mindset de héros, vraiment, et de pouvoir accepter ton traumatisme, accepter ton handicap, accepter ton complexe, accepter tes séquelles physiques. Parce que finalement, si tu n'as pas conscience que la vie, elle est précieuse, tu peux pas avancer. Tu peux pas aller dans l'acceptation. Parce que pour toi, tu vois la vie comme une banalité. Et si tu vois la vie comme une banalité, forcément, elle va être banale, ta vie.
Et forcément, elle va pas être très gratifiante, très joyeuse. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as une vie banale, non gratifiante et non joyeuse? Tu es en dépression, tu es malheureux, tu pas bien. Donc, ça, c'était extrêmement important pour moi, justement, de ressentir ça, de me dire que, super, j'ai qu'une vie, et là, j'ai encore la chance de pouvoir la posséder. Donc, une fois qu'en fait, tu t'es sorti de cet accident, ce qui va se passer, c'est que ça va être un combat mental qui est en train de s'opérer. Un combat mental qui a ce mélange d'être heureux, parce que tu es en vie, mais d'être aussi en dépression, parce que tu as des séquelles physiques qu'il va falloir accepter. Et je vous raconte pas toutes les fois où j'ai cru récupérer mon ancien visage. Toutes les fois où j'étais dans l'espoir de me dire cette opération-là, bim, elle va changer ma vie, je vais redevenir comme avant. Cette opération-là, elle va pouvoir m'aider, je vais de nouveau avoir un beau regard, je vais de nouveau avoir un visage plus fin, des cicatrices moins voyantes. Et là, c'est un combat contre l'esthétique que tu ne peux pas gagner. Parce que quand ton cas il est trop grave, tu ne peux pas réparer certaines séquelles, ce n'est pas possible. Et ça, il faut prendre conscience de ça. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est appartient à une certaine temporalité, si je peux dire comme ça. J'aurais eu cet accident-là, bon alors pas de parapente, mais un accident grave il y a 300 ans en arrière. On ne se serait pas là poser la question des opérations esthétiques, chirurgicales, etc. J'aurais été accidenté, j'aurais eu la chance de survivre finalement. Ok, j'aurais dû faire face à de l'acceptation, mais mon acceptation, elle aurait été beaucoup plus rapide, parce que j'aurais pas eu ce mode d'espoir de peut-être j'ai une chance de récupérer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce combat, c'est le plus dur et c'est le plus douloureux. Quand tu as un accident, quand tu as un traumatisme, c'est le plus dur et c'est le plus douloureux. Et c'est là où les gens restent bloqués dans leur complexe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se lever du clou, il faut se faire mal pour se dire « j'arrête les conneries », j'arrête de souffrir, et là, cette fois-ci, j'accepte ma situation. Et ça, c'est hyper dur, parce que ça veut dire que tu dois quitter quelque chose, et la chose que tu dois quitter, c'est l'espoir de retrouver ton ancien visage, l'espoir de retrouver finalement ton ancien corps, ta santé, tes performances physiques, tes performances mentales. Donc, tu dois quitter justement cet espoir-là pour aller sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de ok, maintenant je m'accepte, et finalement, ça va t'en dégager beaucoup de peur parce que tu ne connais pas cette situation-là. Ton cerveau n'aime pas l'inconnu. Ton cerveau n'aime pas justement aller quelque part qu'il ne connaît pas. Il aime rester dans sa zone de confort. Donc pour lui, c'est beaucoup plus simple de te maintenir dans ce mode espoir, voilà, plutôt que de te dire maintenant tu vas te faire mal une bonne fois pour toutes, mon gars. Tu vas t'accepter, tu vas accepter ton complexe, tu vas accepter tes séquelles, tu vas accepter ton traumatisme, tu vas aller vers l'inconnu et tu verras ta vie, elle sera meilleure. C'est beaucoup plus dur. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai passé au moins 3 ans à souffrir entre ces deux stades. Pendant ces 3 ans, la première année, je pense, ça a été d'un point de vue inconscient la plus dure, d'un point de vue conscient la plus facile. Parce que cette première année, il y a 2 choses qui étaient assez flagrantes. Pendant cette première année, j'avais un goût à la vie imprononçable, parce que vraiment ce traumatisme de « Oh mon Dieu, j'ai failli mourir » était très fort et très présent en moi. Donc le fait de vivre, eh ben, ça m'a créé quelque chose d'incroyable, un bonheur absolu, si on peut dire ça comme ça, qui compensait cet espoir à chaque opération chirurgicale de retrouver finalement mon visage. Et de toute façon, moi, les premières opérations, elles étaient clairement de l'ordre du médical et pas de l'esthétique. Il a fallu me faire des greffes osseuses, il a fallu combler des brèches ostéoméningées pour pas que j'ai de méningite, pour pas que je meure non plus d'une méningite, parce que même après, donc du coup, c'est vrai que le pronostic vital était un petit peu, pas vital, mais ouais, ça aurait pu vraiment avoir des complications après l'accident. Donc au début, c'était vraiment des opérations de soins dans l'urgence, surtout la première année. Donc la première année, j'étais pas encore trop concentré sur mon apparence, j'étais concentré sur il faut que je me soigne déjà pour vivre, et surtout j'ai de la chance d'être là et de pouvoir me battre justement pour garder cette vie. Donc j'étais vraiment très concentré là-dessus. Donc ça, on est dans le domaine plutôt du conscient. Dans le domaine de l'inconscient, c'était purement une catastrophe. C'était purement une catastrophe. Je faisais des cauchemars à hurler toutes les nuits. Et je m'en souviens, j'étais aussi donc avec mon ex-ami donc à l'époque, et je lui adresse encore tous mes plus profonds remerciements de m'avoir soutenu en tout cas dans cette période-là de ma vie, et qui a dû tolérer tous ces cauchemars à outrance. Toutes les nuits, je me réveillais en hurlant à la mort.
c'est concret, hein, vraiment. Hein. Il y a plein de rêves que je pourrais te raconter là, que je faisais, qui étaient vraiment terribles. Des rêves où tu te réveilles avec une arme sur le front, poum, qui te tire une balle. Des rêves où tu t'es accroché, je me tenais au barreau de mon lit parce que j'avais l'impression de glisser, de chuter. De quoi, je sais plus. Mais voilà. Des rêves aussi où j'étais au milieu de la route, je sais pas pourquoi, et je rêvais qu'un camion me fonçait dessus et j'étais obligé de me jeter, voilà, de me jeter dans le ruisseau pour échapper au camion. Et mais en fait, ça se traduisait dans la réalité que je me jetais réellement de mon lit et je tombais par terre et je m'éclatais contre le mur assez souvent. Donc vraiment des cauchemars atroces parce qu'en fait, il y avait un vrai stress post-traumatique. Comme ont souvent finalement les militaires quand ils vont faire la guerre dans certains pays et qui voient des choses complètement horribles ou qui doivent tuer des gens, ça leur génère un stress post-traumatique. Bah là c'est pareil, c'est un stress post-traumatique et ça s'explique très très bien scientifiquement. Et donc du coup, donc dans cette première année, j'avais le conscient qui était là, qui se battait, qui était optimiste, mais le côté inconscient qui était juste une catastrophe et qui était finalement en train de me dire fais gaffe mec, t'es dans le déni. T'es dans le déni de vraiment ce qui était en train de t'arriver. T'es dans le déni de là, t'es pas en train de comprendre qu'il va vraiment falloir que tu t'acceptes. La deuxième année, bien entendu, les cauchemars ont continué, mais c'était moins fréquent parce que vraiment la première année, je pense que c'était minimum 4 nuits sur 5 où j'avais un cauchemar la première année. Et on va dire que la deuxième année, c'était peut-être un peu moins, 1 nuit sur 5, 2 nuits sur 5 environ. Et c'était un peu moins présent, mais là, j'étais vraiment dans ma parano de l'esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, ok, c'est pas grave, j'ai un chirurgien extrêmement compétent à Paris, il va pouvoir m'aider, il va pouvoir vraiment faire les choses qu'il faut. Et là, pendant 2 à 3, 4 ans même, en fait, j'ai couru après justement ces opérations, parce que j'ai couru après le fait de récupérer mon identité. Récupérer ma face, récupérer mon visage, récupérer peut-être même ma personnalité. Et ça, quand tu subis un accident ou un traumatisme, c'est indéniable, tu dois passer par cette phase-là de tenter de récupérer ta personnalité, ton caractère, la personne que tu étais. Parce que cette phase, elle va directement avec le questionnement en parallèle, pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi moi ? Vous voyez ? Et ça, tant que tu as toutes ces questions-là, que tu n'en détaches pas, tu vas courir aussi à côté à travers ce fait de vouloir récupérer ta personnalité, récupérer la personne que tu étais. Et c'est seulement à partir du moment où tu lâches prise, c'est seulement à partir du moment où tu as la réponse à ces questions de pourquoi moi, de pourquoi ça m'est arrivé, que tu vas pouvoir accepter pleinement finalement ta situation et te dire maintenant on arrête d'essayer de récupérer la personne que j'étais. Et là, on va faire cet effort de se reconstruire. De se reconstruire à la fois avec les choses avec lesquelles on est profondément aligné, qui font partie de nous depuis notre naissance, mais aussi se reconstruire avec notre nouvelle personne qu'on est devenue de par cet accident. Parce que il y a 2 choses. Il y a le toi profond et le toi que tu peux transformer. Le toi profond, ça va être tes valeurs. Ça va être ta personnalité profonde, justement. Ça va être tes convictions, qui peuvent quand même changer, tu me diras. Mais ça va être vraiment ton caractère, qui ça, c'est forgé avec le temps, et c'est forgé tout simplement déjà depuis ta naissance. Après, ce que tu peux modifier, c'est ta perception de tout ce qui t'entoure, ta perception de ton handicap, de ton traumatisme, ta perception de tes séquelles physiques, de comment tu veux le vivre au quotidien, comment tu peux faire en sorte de mieux vivre au quotidien. Ça, il va falloir que tu travailles avec ça. Il va falloir que tu fasses une association avec toi-même pour justement surmonter tout ça. Et ça, moi j'ai eu deux moments extrêmement compliqués. 2 moments où je me suis regardé dans une glace à en vomir. Je vais pas te le cacher. Où quand je voyais mon apparence, je me dégoûtais. Mais vraiment, je me dégoûtais profondément quand je voyais mon visage, quand je voyais ce que j'étais devenu, quand je voyais le traumatisme que j'ai eu. Et que je me suis dit, là, en fait, t'as pas le choix. Maintenant, tu vas t'accepter. Tu vas t'accepter dans ce dégoût. Tu vas t'accepter dans cette peur aussi de la nouveauté. Tu vas t'accepter dans ce traumatisme. Tu vas t'accepter dans ce manque d'amour que t'as pour toi parce que là, t'es en train de te détester. Mais tu vas le faire. Parce que maintenant, ça suffit. Tu peux pas continuer à courir après une vie inexistante
une vie éphémère faite d'opérations que tu penses qu'à chaque fois que tu vas mettre la main au portefeuille, tu vas te reconstruire, que tu vas retrouver un nouveau visage alors que personne n'arrive à le faire. Tu vas arrêter ça et tu vas t'aimer et tu vas t'accepter. Ça fait mal, c'est extrêmement douloureux, mais je vous assure que c'est magique. Le fait de t'accepter au pire moment où tu te dégoûtes, je t'assure que derrière ça te transcende. Ça transcende ton identité. Ça transcende ta personnalité. Ça transcende la personne que tu peux devenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que si toi, tu as un traumatisme ou un complexe, qu'il va falloir que tu fasses. Je parle aussi du complexe parce que je me suis rendu compte que malgré que j'ai travaillé et que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont eu des graves séquelles physiques, vraiment des graves ou même neurologiques, donc on parle d'amputation, on parle d'enlever des membres, on parle de choses comme ça, je me suis rendu compte que le complexe était exactement de la même manière, fait de la même manière. C'est-à-dire que certaines personnes ont tellement un complexe qui est puissant, ont tellement justement un complexe qui les domine dans leur vie, qu'ils ne sont pas capables de regarder des gens droit dans les yeux, qui ne sont pas capables de sortir, parler à quelqu'un, qui ne sont pas capables tout simplement même de sortir dans la rue. Ils ont tellement un complexe qui est puissant que finalement, ils vont devoir faire exactement le même travail que quelqu'un à qui on ampute un bras ou quelqu'un en amputant une jambe. C'est pour ça que, en tout cas, j'arrive personnellement extrêmement bien à aider les gens qui ont des complexes, parce que justement, ils doivent suivre un processus qui est identique aux gens qui ont eu des traumatismes ou des séquelles. Alors après, bien sûr, ça dépend de la gravité du complexe. La personne qui complexe depuis 1 mois n'aura pas le même impact psychologique qu'une personne qui complexe depuis 10 ans. C'est indéniable. Donc, vraiment, à savoir que neurologiquement, notre cerveau, il peut en faire tout un état grave, aussi grave d'avoir juste un petit complexe, par exemple d'avoir des cheveux blancs, par exemple, ou pas de cheveux, par exemple, que finalement, comme quand on nous ampute une jambe. Le cerveau est complètement capable de nous emmener dans ce niveau de gravité. C'était une petite parenthèse. Mais donc du coup, quand tu te regardes droit dans la glace et que moi je me suis dit ok, maintenant il va falloir que tu t'acceptes, c'est un combat qui est chaud. Mais c'est un vrai combat. Où tu sais que si tu le gagnes ce combat, rien ne pourra t'arrêter derrière. Parce que tu vas devoir faire preuve d'une telle résilience, d'une telle capacité à devoir trouver de l'amour pour toi, qu'après personne pourra détruire ta confiance en toi et personne pourra détruire ton amour que tu as pour toi. Parce que c'est tellement un travail profond que ce travail il va te transformer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce travail qui a duré plusieurs années. J'en ai tiré des bénéfices, j'en ai tiré des leçons, j'en ai tiré des avantages et des inconvénients, parce qu'au début, je me suis trompé dans certains mécanismes neurologiques. Je me suis trompé, ce qui a fait que j'ai perdu beaucoup de temps dans ce travail-là. Et en fait, ce travail, j'en ai sorti un programme de 3 mois, où moi, ce que j'ai mis peut-être 3 ans à faire, 3 ans à accepter, 3 ans à m'aimer profondément. J'apprends à quelqu'un qui a subi un grave traumatisme, des graves séquelles physiques ou qui a un complexe, à résoudre ce complexe, à résoudre ce traumatisme en 3 mois. Parce que j'ai trouvé des clés hyper puissantes qui te permettent, même si aujourd'hui tu te dégoûtes face à ton miroir, de pouvoir justement transformer ce dégoût en amour de soi en 3 mois. Et c'est là où justement la vraie vie, elle commence. C'est que, pour refaire un petit peu chronologiquement, donc avant j'étais pompier, j'étais pisteur, je passais mon temps à sauver des personnes, je me retrouve de l'autre côté, en tant que victime, à vivre des choses horribles, on peut le dire, à être dans le déni, à être dans le non-acceptation de soi, à être dans le dégoût de soi-même, à avoir plusieurs opérations chirurgicales, et après finalement à accepter la situation, accepter finalement de s'aimer, s'autoriser à s'aimer. Et là, en fait, du coup, ma vie a pris une autre proportion parce que quand tu te réalignes à propos de l'amour de soi-même, quand tu te réalignes sur ton chemin de vie, forcément, tu prends les décisions qu'il faut. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, naturellement, je suis allé sur de l'entrepreneuriat. C'est pas une obligation d'aller dans de l'entrepreneuriat. C'est juste que moi, c'est mon chemin de vie. C'est comme ça. S'il y a des personnes, ça sera autre chose. Il faut rester, je parle d'entrepreneuriat, mais ça peut être du salariat, ça peut être autre chose, ça peut être devenir marginal au fin fond des champs avec son bus. Je sais pas, peu importe. Mais tu vas t'aligner en fait avec ton chemin de vie et c'est une certitude, tu vas le faire.
Et moi, en tout cas, ça a été vers l'entrepreneuriat parce que je suis parti du principe que, en fait, j'ai 2 grands principes. Déjà, demain, je sais qu'on pourrait tous de nouveau avoir un accident. Et moi, ça m'a coûté plus de 50 000 € de me faire soigner parce que la sécurité sociale voulait pas venir en aide. Parce que c'était soit, en gros, j'allais auprès d'un chirurgien dans la région Rhône-Alpes qui me mettait des plaques en titane de partout sur mon visage et qui, du coup, me soignait un petit peu comme un boucher. Mais dans ces cas-là, la région, la sécurité sociale me subventionnait, me payait mes soins. Ou soit je décidais d'essayer d'avoir un chirurgien beaucoup plus professionnel, si on peut dire ça comme ça, en tout cas pas professionnel, c'est pas le bon terme, mais avec une approche qui me semblait plus cohérente, qui prenait les propres os de mon corps, c'est pour ça que j'ai un trou ici, qui prenait les propres os de mon corps pour me reconstruire le visage. Et donc j'ai fait ce choix-là, mais ce choix-là avait un coût financier, et la sécurité sociale n'a pas voulu me soutenir dans ce coût financier, et j'ai eu plus de 50 000 € de soins à mes frais pour me soigner. Donc ça, c'est la première chose, en tout cas, qui m'a un petit peu choqué, de me dire, en fait, si t'as pas d'argent, tu peux pas bien te soigner. Point final. T'as pas d'argent, tu ne peux pas bien te soigner. Donc moi, naturellement, je suis allé dans le domaine un peu plus de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'il m'a semblé que qu'être entrepreneur te permettait de générer des revenus un peu plus conséquents, même si tu as beaucoup plus de stress, beaucoup plus de contrariété. Tu dois accepter l'échec comme pas possible, mais finalement, mon parcours de vie est rempli d'échecs. Et dont un échec extrêmement dramatique que j'ai su surmonter. C'est pas les autres échecs à côté qui vont me poser un problème. Donc, du coup, je me suis naturellement dirigé vers l'entrepreneuriat pour cette raison-là. Mais ce qui est incroyable, comme je disais, quand tu commences à t'aligner, c'est que la première chose, en tout cas pour moi, c'était de comprendre que demain, on peut mourir, que demain, si tu meurs pas, il te faut de l'argent pour te soigner, et que la vie, elle est extrêmement précieuse, et il faut que tu génères un peu de revenus pour anticiper, pour te mettre en sécurité. Pour moi, l'argent égale sécurité. Ok. La deuxième chose qui me drive vraiment au quotidien, et j'en ai déjà un petit peu parlé, finalement, c'est que demain, on peut mourir. S'il y a une chose réelle et concrète qui nous relie tous les êtres humains sur Terre, et qu'on est tous au même niveau là-dessus, c'est qu'on sait tous pertinemment qu'il est possible que demain, on meure. Et on ne sait pas. On n'a aucune idée. C'est le point commun que nous avons tous les êtres humains. C'est la mort. Moi, pour ma part, je suis hyper confortable avec ça. Parce que depuis l'accident, je me suis fait une promesse, c'est si demain je meurs, je veux avoir 0 regret. Et c'est pour ça que tous les soirs, je me fais un petit feedback avec moi-même. Je me dis, ok, est-ce que là, tu as 0 regret si demain tu meurs ? Si la réponse est oui, parfait, continue ce que tu es en train de faire. Si la réponse, elle est non, change, bouge, fais quelque chose. T'es pas sur ton chemin de vie, t'es pas en train de faire ce qu'il faut. Et moi, je veux juste répondre le plus souvent oui possible le soir à cette question. Parce que, au cas où si demain je meurs, la veille au soir, j'ai répondu oui. Et peu importe, si je meurs à 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, le temps que j'aurai accordé à ma vie, elle doit être qualitatif. Et pour ça, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de me poser cette question-là le soir. Est-ce que tu es heureux ? Est-ce que, si demain tu meurs, tu n'as pas de regrets ? Et ça me drive terriblement. Et donc du coup, après se distinguent plusieurs types de caractères. On a les personnes qui vont vouloir rester tranquilles, ne pas trop se challenger, et qui vont être hyper heureuses comme ça, et c'est trop bien. Moi, j'aimerais être comme ça profondément. J'aimerais ne pas être autant ambitieux. J'aimerais être plus safe, plus cool, et être considérablement heureux comme ça, mais c'est pas mon caractère. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'activité, j'ai besoin de challenge, et c'est ça qui me rend heureux. Donc, on va dire qu'on va avoir 2 types de personnes. Des personnes qui vont être plutôt safe, et dans ces cas-là, c'est très bien. Elles vont être heureuses en se contentant de assez peu, et c'est d'ailleurs une des sources du bonheur absolu, de se contenter justement de peu pour être heureux. Et il y a les personnes comme moi qui vont faire un lien direct avec les expériences de vie, et qui vont se dire, ok, si j'ai qu'une vie, et que visiblement, le fait de vivre beaucoup d'expériences de vie me génère un taux de satisfaction assez grand, je vais tenter de multiplier le plus possible mes expériences de vie pour avoir le plus de bonheur possible et le plus de kiff possible et goûter le plus possible à cette vie finalement. Et donc ça, de nouveau, c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat pourrait me permettre et me permet et a pu me permettre de justement avoir plus de revenus financiers et d'avoir plus de temps disponible. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil. Si tu fais ce choix-là pour bosser comme un taré et rien gagner, ou bosser comme un taré et même gagner beaucoup, mais pas en profiter pour avoir des expériences de vie, ça ne sert à rien.
Parce que du coup, le soir, je vais me dire, ok, est-ce que tu as des regrets? Bah ouais, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas vécu ci, j'ai pas vécu ça. Ouais, c'est pas cool, forcément. Donc t'auras beau bosser comme un taré dans l'entrepreneuriat, si tu kiffes pas à un moment donné, c'est pas cool. Donc, moi en tout cas, j'ai trouvé cet équilibre-là de ma gestion du temps libre, ma gestion justement de pouvoir faire des choses que j'aime, de pouvoir faire des passions, développer des passions justement, comme Heroes Mindset. Pour moi, c'est une passion d'aider les personnes à accepter leur traumatisme, leur séquelles physiques. Je crois que c'est le plus beau chemin de vie que je peux prendre, réellement. C'est le cas, c'est sûr. Et donc du coup, pour y revenir, une fois que tu t'es accepté, une fois que tu es passé du stade du dégoût de toi-même au stade de l'acceptation totale et de l'amour de toi, et ben en fait, tu trouves des clés, tu trouves des réponses sur qu'est-ce que tu dois faire de ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Et tu es bizarrement en accord total avec toi-même, tu vois, de ok, peu importe ce qui va se passer, parce que tu auras encore des échecs. Moi, je suis rempli d'échecs chaque jour. Chaque jour, j'ai des mauvaises nouvelles. Mais c'est ce que je veux. Parce que si demain, je fais plus rien, bah, je vais pas me sentir vivant. On est d'accord avec ça. Mais du coup, bah, j'aurai pas d'échecs. Donc c'est magnifique. Parce que c'est une parallèle indétournable. Hein. Plus tu fais, plus tu auras des échecs. Point. Moins tu fais, moins tu auras d'échecs. Donc il faut juste être aligné finalement avec toi-même. Moi, je veux faire. Je veux créer, donner de la valeur, tenter des choses, oser de vivre. Donc forcément, il y a des échecs. C'est indéniable. Et c'est la vie que je veux. C'est tout simplement la vie que je souhaite. Maintenant, ce que je te propose, c'est que maintenant que tu connais en détail mon parcours, vraiment, que tu vois en détail mon accident, que tu vois en détail ce qui s'est passé, je te propose qu'on revienne étape par étape, comme un petit feedback sur certaines clés que j'aurais aimé comprendre, que j'aurais aimé avoir à ce moment-là précis de mon traumatisme, à ce moment-là précis de mon accident, à ce moment-là précis de mon parcours de vie. Et ça, on va parler de ça justement maintenant, où le but, c'est de te donner de la valeur à chaque étape de mon parcours. Pour toi, au cas où tu es dans une étape, telle ou telle étape, bah, que tu puisses déjà avoir du concret à travers cette vidéo et que tu puisses avoir du concret justement sur comment passer le plus rapidement possible à l'étape d'après. Et pour ça, j'espère que tu m'en veux pas. Je suis allé me chercher une petite tablette parce que bah, j'ai pris des notes bien précises et je veux vraiment justement te transmettre ces notes bien précises pour t'aider, comme je viens de le citer, suivant tes étapes où tu en es, pour t'aider à évoluer dans la prochaine étape. Déjà, la première étape, en fait, c'est déjà avant l'accident. Et ça, c'est une étape qui concerne 100% des êtres humains. C'est déjà de comprendre que demain, on peut mourir. Demain, ta vie, elle peut s'arrêter. Et moi, j'ai trouvé cette astuce de me dire tous les soirs, ok, est-ce que tu es heureux? Est-ce que ce que tu fais là, ça te convient? Est-ce que ça t'épanouit? Est-ce que demain, si tu meurs, tu n'as pas de regrets? Et ça, c'est vraiment cette étape de prendre conscience que ta vie, elle est précieuse, qu'on n'en a qu'une seule, et quand tu l'as pu, tu l'as pu. C'est fini. Donc, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Donc ça, c'est une étape qui concerne vraiment 100% des êtres humains. Après, pendant l'accident, alors, j'avoue que j'ai plutôt bien géré la situation. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, parce que tout de suite, j'ai ce mode survie qui est arrivé. C'était instinctif pour moi de faire ce que j'ai fait, d'appeler les secours tout seul, de m'en sortir, de me mettre vraiment en mode « vas-y, on va s'accrocher ». Mais c'est peut-être pas forcément valable pour tout le monde, ce genre de choses. Et il y a quelque chose qui est assez efficace chez les Navy Seals, justement, quand ils ont des situations de stress extrême, c'est qu'ils font justement certains exercices de respiration. La respiration, physiologiquement, c'est quelque chose d'hyper puissant. C'est quelque chose qui te permet vraiment de diminuer ton taux de stress, de diminuer certains neurotransmetteurs qui vont pas être bons non plus pour toi quand ils seront sécrétés, et justement d'augmenter certains bons neurotransmetteurs et certaines bonnes hormones qui vont te permettre justement de mieux réguler tes émotions et mieux réguler justement, mieux accepter la situation que tu es en train de vivre actuellement. Et donc chez les Navy Seals, tu as ce qu'on appelle la respiration carrée. La respiration carrée, en fait, le principe, c'est d'inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et bloquer pendant 4 secondes. C'est-à-dire que ça donne en fait quelque chose comme ça. Pendant 4 secondes, tu vas inspirer. Tu bloques 4 secondes. Tu expires 4 secondes. Et tu rebloques 4 secondes.
Et ça, en fait, ça va te permettre de te poser, te calmer pendant une situation stressante. Et ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser justement en cas de choc, en cas d'accident, en cas de conflit, pour justement calmer un petit peu les choses, calmer un petit peu ton système nerveux et pour justement mieux gérer ta situation. Autre chose qui, du coup, je l'ai fait inconsciemment pendant justement l'accident, qui peut permettre aussi, pendant cette étape, de t'en sortir, de te permettre de survivre pendant ton traumatisme ou pendant ton accident, c'est ce que j'appelle en fait la visualisation refuge. Ça, en fait, moi, je l'ai surtout fait après l'accident, quand il fallait justement, quand j'étais accroché au mode espoir, de retrouver mon visage, etc. C'est-à-dire que c'est d'être capable d'effacer complètement l'instant présent. C'est extrêmement dangereux et pas conseillé, d'ailleurs. Mais ça, tu le fais justement quand tu es en cas de souffrance extrême. Tu effaces complètement l'instant présent et tu commences à imaginer, à penser des choses dans le futur, des choses agréables, des choses imaginaires, parce que c'est des choses qui n'existent pas encore. Mais tu imagines quelque chose dans le futur d'agréable, de sympathique, pour justement te réfugier dans ce mode de pensée et éviter de subir à l'instant T ce que tu es en train de vivre. Et ça, tu fais souvent ça quand justement t'es dans des périodes de vie extrêmement compliquées, extrêmement dramatiques, ou quand justement, là comme ça, t'as un accident très grave et que t'essaies justement de te réfugier dans ce mode de pensée pour accepter le mieux possible la situation. Ça, c'est quelque chose qui peut aider en tout cas. Ensuite, un conseil que vraiment, là c'est un conseil, c'est un type vraiment important, parce que c'est vraiment dans cette étape où finalement j'étais en plein stress post-traumatique. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, je suis dans mon lit d'hôpital. C'est vraiment l'étape entre mon lit d'hôpital et la première année, on va dire ça comme ça, où tu es en plein stress post-traumatique, tu fais des cauchemars, tu as du mal un petit peu à accepter la situation, etc. En fait, là, pendant cette étape-là, il faut prendre conscience justement du terme post-traumatique. Et pour ça, j'ai fait une vidéo que je t'invite à voir. Je te mets le lien juste au-dessus justement pour que tu puisses regarder convenablement cette vidéo sur le stress post-traumatique qui est extrêmement importante quand tu as subi un traumatisme ou un accident. Et en fait, quand tu as subi donc un stress post-traumatique, il va falloir trouver des tips, il va falloir trouver des choses qui vont te permettre d'atténuer ce stress post-traumatique. Tu ne peux pas l'effacer comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas possible, parce que tout ce qui concerne de toute façon le cerveau, tu ne peux pas le changer du jour au lendemain. Il faut de la répétition, il faut des exercices pour le changer. Donc une chose qui peut être intéressante quand tu es dans cette phase aiguë après ton accident, c'est de te parler comme un ami, te parler un peu à la troisième personne, te dire ok, si je serais mon meilleur ami, ok, qu'est-ce que je me conseillerais? C'est-à-dire de sortir de cet état de douleur, sortir cet état justement de mal-être et de se dire je suis mon propre ami, quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette situation, quelqu'un qui n'a pas de problème. Qu'est-ce que je conseillerais à cette personne finalement qui est en train de souffrir de ce traumatisme? Ça, c'est un truc, un tips qui peut vraiment t'aider justement quand tu es juste après ce stress post-traumatique. Autre chose aussi dans ce parcours, mais qui va se rajouter jusqu'à, en tout cas pour ma part, depuis le moment de l'accident jusqu'à quasiment les 5 premières années, c'est quelque chose qui était hyper important, c'est d'arrêter de se concentrer sur l'espoir de retrouver à 100% ta situation, l'espoir de retrouver à 100% ton ancien corps finalement, et juste être capable de célébrer toutes les petites victoires. Toutes les petites victoires en lien avec l'acceptation de toi-même. T'es sorti alors que tu sortais pas, yes, une victoire. T'as une conversation importante avec ton conjoint que t'osais pas avoir à cause de ton traumatisme et de ton handicap ou de ton complexe, yes, je l'ai fait. T'es sorti au restaurant alors que c'est la première fois que tu ressors au restaurant et que t'osais pas sortir au restaurant, je l'ai fait aussi. Moi, par exemple, j'avais beaucoup de mal à conduire la voiture, étant donné que je vois plus de l'œil droit, évidemment. J'avais énormément de mal à conduire ma voiture. Et toutes les fois où j'arrivais à conduire 1 ou 2 minutes de plus, je me disais yes, c'est ça de gagner. Aujourd'hui, je le sais parce que j'ai fait la route il y a pas si longtemps que ça de la France au Maroc. Je suis capable des fois de conduire 5-6 heures de temps sans m'arrêter. Alors c'est pas conseillé, je sais, il faut faire une pause toutes les 2 heures, on est d'accord avec ça. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais je sais que je suis capable de conduire 5-6 heures d'affilée sans m'arrêter, alors que juste après mon accident, je pouvais pas faire plus de 5 minutes. J'avais des maux de tête affreux. Inacceptable ces maux de tête. Vraiment, c'est vrai que des fois, quand je parle de mon parcours, il y a plein de choses que j'oublie, mais il y a eu tout plein d'étapes où j'ai dû avancer step by step, comme la voiture. C'est de la rééducation. Donc vraiment, d'essayer d'arrêter de se concentrer sur le fait allez, il faut que j'aille mieux à 100%, il faut que j'arrive à tout de suite reprendre toute ma vie d'un coup, il faut absolument que j'arrive à tout changer.
d'arrêter de se concentrer là-dessus, mais plutôt de se concentrer sur, ok, step by step, étape par étape. Cette semaine, je vais me challenger là-dessus. Cette semaine, je me challenge là-dessus. Cette semaine, je me challenge là-dessus. Ça, c'est un réel tips qui va vraiment pouvoir t'aider justement à surmonter ton complexe, surmonter ton traumatisme. Un conseil aussi que je peux te donner, quand tu es sur ce que j'appelle le point de rupture, où tu es face au miroir et que tu te dégoûtes, mais que tu sais que là, il va falloir commencer à s'aimer, donc vraiment, j'appelle ça un point de rupture, tu vas pouvoir, par exemple, t'écrire une lettre. Écrire une lettre à ton ancien toi. L'ancien toi qui n'a pas eu d'accident, qui n'a pas eu de traumatisme, qui a sa vie lambda, avant justement d'avoir cette maladie, avant d'avoir cet accident, avant d'avoir ce complexe avec lequel aujourd'hui tu vis. Donc tu vas écrire une lettre à ton ancien toi, un peu comme une lettre d'adieu. Une lettre qui va t'aider à maintenant, dès aujourd'hui, commencer ce parcours et ce chemin de t'aimer, d'aimer la nouvelle personne que tu es. Avec, bien entendu, il ne faut pas oublier à 100% qui tu étais avant. Tu as des traits de caractère qui sont là, tu as une personnalité qui est là. Mais par contre, tu vas reconstruire une nouvelle personne et tu vas dire adieu, grâce à cette lettre, à l'ancienne personne qui est partie, parce que ce n'est plus toi. Et ça, c'est quelque chose qui peut considérablement t'aider justement à faire un pas encore plus vite dans l'acceptation de toi-même. Autre chose aussi que je t'invite à faire, mais ça aussi c'est un exercice qui va être sur du long terme, pareil dans cette période de 1 à 5 ans, en tout cas moi ce que j'ai fait dans mon parcours, c'est l'exposition progressive au miroir. Au début je voulais pas passer devant des miroirs. Oh, c'était compliqué. C'était compliqué de passer devant un miroir. Parce que comment tu fais quand à chaque fois que tu vois un miroir, ça te renvoie un dégoût de toi-même et que toi, tu dois par contre t'aimer. C'est la merde. On va pas se mentir, c'est la merde. Donc tu dois avoir une exposition progressive au miroir. Essayez de pas trop, tout le temps, t'exposer au miroir, aux photos, etc. Parce que le problème, c'est que ça, neurologiquement, ça va tout le temps te renfermer dans dégoût. Donc au départ, tu es obligé de diminuer cette confrontation au miroir, cette confrontation à la photo, tu es obligé d'y diminuer. C'est comme ça. Après, progressivement, tu vas pouvoir y rajouter. En fonction, ça va être aléatoire, en fonction des semaines où tu te sens mieux, des semaines où tu te sens moins bien, en fonction de ton momentum, en fonction de ton énergie, tu vas pouvoir augmenter ça ou diminuer ça. Mais il va falloir que tu fasses attention au début de te protéger, de pas trop t'exposer aux choses qui te font mal. Parce que sinon, ça va être compliqué pour aller dans de l'acceptation de l'amour de soi. Mais ce qui est sûr, c'est malgré ce qui est parti, malgré ce qui est changé, malgré ton traumatisme, tu décides encore une fois de la personne que tu peux devenir. Tu décides de pouvoir changer ta perception de ta situation. Oui, ça va être plus long, bien sûr. Oui, ça va être douloureux d'ailleurs. Ça va être douloureux. Mais en même temps, vaut mieux souffrir encore comme ça pendant 30 ans et de pas s'aimer, ou de se faire mal pendant pendant 3 mois, je me fais vraiment mal, et c'est parti. Donc voilà pour moi. En tout cas, c'en est fini pour cette vidéo qui t'a raconté mon parcours en détail, mon traumatisme en détail, surtout qui t'a permis aussi d'avoir des tips, d'avoir des astuces qui peut t'aider justement à accepter ton traumatisme, qui peut t'aider à accepter ton complexe, qui peut t'aider justement à accepter ta situation actuelle. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est dans les commentaires, tu n'hésites pas justement à me dire, à me notifier si tu as une question, si tu as une question par rapport à ce que tu viens de voir, si tu as un doute, si tu aimerais que je t'aide justement, parce qu'il y a une situation que tu as du mal à accepter, une situation que tu as du mal à admettre. Si tu as une question simplement à me poser, mets-la dans les commentaires et je te répondrai donc du coup au mieux possible. En tout cas, merci beaucoup de cette participation. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à tout bientôt.